le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Patrick Landman à l'occasion de l'apparition de son livre Tristesse Business, donc le scandale du DSM. Docteur Patrick Landman donc, a écrit plusieurs ouvrages, hein, c'est pas son premier, des ouvrages plus dans le proto-marxisme, puisque je sais que vous avez écrit Freud, Marx et Lacan. Oui. Aussi, alors vous avez les limites du corps, vous avez contribué à un certain nombre d'ouvrages collectifs, entre autres, donc les limites du corps, le corps comme limite, être femme, c'est être folle, etc. Donc merci à vous donc, pour ce livre, à l'occasion de l'apparition de la 5e édition du DSM. Et puis donc on présentait le livre, et puis dans une deuxième partie, donc on posait des questions, vous réagissez, etc. Et le docteur est là pour y répondre. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup d'être là. Merci à la médiathèque donc, de recueil de m'accueillir. Alors, pour commencer, peut-être les gens ne savent pas que la psychiatrie mondiale est en fait dominée par un manuel qui est un manuel au départ qui nous vient des États-Unis, qui est le Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, qui veut dire le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Ce manuel en est maintenant à sa 5e édition, qui est parue il y a quelques jours à la convention de l'American Psychiatric Association, à l'association psychiatrique américaine, qui est une institution très ancienne et très puissante, qui a, je dirais, la direction de ce manuel et la propriété aussi de ce manuel. Alors, le tournant dans la psychiatrie mondiale a été autour des années 80. Autour des années 80, même un peu avant les années 80. Ce qui se passait, c'est que la psychiatrie était en gros dominée par l'ancienne clinique, la clinique traditionnelle, et la psychanalyse. Ce qui fait qu'il y avait une très grande disparité dans la façon dont les praticiens de chaque pays, et même à l'intérieur d'un pays, voyaient les patients. En particulier, si vous aviez le même patient vu par 3-4 psychiatres différents, vous pouvez avoir 3-4 diagnostics différents. Donc cette situation était difficile, pas seulement pour les patients bien sûr, mais aussi pour la recherche clinique, pour l'épidémiologie, pour la modernisation de la psychiatrie. Donc l'idée est venue, et qui était une idée intelligente, de rationaliser, de moderniser, de codifier un peu plus que de s'en tenir simplement à la subjectivité du clinicien, à son flair clinique, et de donner des repères plus objectifs, plus simples, avec des critères d'appariement, des critères d'inclusion, des critères d'exclusion, qui permettaient de faire des diagnostics qui soient un peu, je dirais, faciles à atteindre, plus aisément transmissibles. Parce qu'une classification des maladies doit avoir 3 qualités. La première qualité, c'est la fiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la fiabilité? Ça veut dire que le même patient examiné à Sydney, à Mexico et à Bordeaux, les 3 praticiens vont avoir un accord diagnostique. Ils vont avoir un accord diagnostique. Cet accord diagnostique se mesure statistiquement par un coefficient qui s'appelle le kappa, qui est entre 0 et 1. Donc avant 1980, l'ensemble, je dirais, de l'accord diagnostique était très mauvais. Donc il fallait faire en sorte que l'accord diagnostique soit meilleur. Il y a la deuxième qualité d'une classification, c'est la validité. Qu'est-ce que c'est la validité? La validité, ça veut dire que quand vous faites un diagnostic, vous différenciez ce diagnostic d'un autre diagnostic. En médecine, par exemple, si vous dites à quelqu'un vous avez une fièvre typhoïde, il n'a pas une tuberculose. Bon, exceptionnellement, il peut avoir les deux. Mais en général, vous lui donnez un diagnostic qui permet de différencier. Et la deuxième qualité, ce qu'on appelle la validité, c'est qu'un diagnostic permet de différencier un état pathologique d'un état normal. Or, en psychiatrie, le problème se pose différemment, c'est une spécialité médicale très particulière, le problème se pose différemment. Pourquoi? Parce qu'en psychiatrie, nous n'avons pas ce qu'on appelle des marqueurs biologiques. C'est-à-dire si par exemple, moi quand j'ai fait de la médecine générale, si je voulais vérifier tel ou tel diagnostic que j'avais dans la tête, il suffisait éventuellement que je demande une radio, que je demande des examens biologiques, que je demande pourquoi pas une IRM. À l'époque, ça n'existait pas quand je faisais de la médecine générale, mais enfin maintenant c'est à la portée des praticiens.
Et on trouve un marqueur biologique, c'est-à-dire un marqueur radiologique, une image à l'imagerie cérébrale ou un taux anormal dans le sang, etc. Donc on a à ce moment-là la confirmation diagnostique qu'on pouvait avoir. Il peut arriver que certaines maladies, on n'a pas le marqueur biologique, mais on sait quand même qu'elles existent. Il existait une maladie, enfin il existe toujours une maladie, qui s'appelait à l'époque le syndrome de Down. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de Down? C'était ce qu'on appelait le mongolisme, c'est-à-dire c'est les enfants qui sont atteints de mongolisme. Or, on savait très bien que c'était une maladie. On n'avait pas de marqueur biologique, et en 1959, on a trouvé un marqueur biologique qui s'appelle la trisomie 21. Maintenant, on sait que tous les enfants qui sont atteints de trisomie 21 ont effectivement l'ancien syndrome de Down, l'ancien... Donc on peut aussi se passer de marqueurs biologiques. Le problème, c'est qu'en psychiatrie, non seulement nous n'avons pas de marqueurs biologiques, mais même nos syndromes n'ont qu'une validité. En fond, on a des prototypes et qui sont finalement des voies finales communes avec des gens qui ont des histoires singulières, des histoires particulières et qui aboutissent à des voies finales communes qui sont la dépression, qui sont éventuellement un trouble bipolaire, qui sont éventuellement une maladie schizophrénique. Mais on n'a pas de validité, on ne peut pas assurer la validité de nos diagnostics. Alors, la troisième qualité d'une classification, c'est évidemment l'utilité. À quoi elle sert et pour qui? Alors l'utilité, la même classification peut servir pour les chercheurs, peut servir pour les épidémiologistes, peut servir pour les cliniciens. Alors, le problème qui s'est posé, quand j'étais jeune interne à l'époque, dans les fins des années 70, j'ai appris que les gens donc, de l'association de psychiatrie américaine qui s'apprêtait à faire le DSM-3 avaient sorti les homosexuels de la maladie mentale. Du jour au lendemain, l'homosexualité n'était plus un trouble mental. Je m'en réjouis. Bon, chacun son opinion. Mais moi, la mienne, je vous l'ai dit carrément, je suis totalement d'accord avec ça. Le simple fait que, du fait d'une orientation sexuelle minoritaire, quelqu'un puisse être qualifié de malade mental me choque profondément. Donc, évidemment, ça n'empêche pas que certains homosexuels ont un trouble mental, mais ce n'est pas lié à l'homosexualité en tant que telle, bien entendu. Donc, c'était une bonne chose. Du coup, du jour au lendemain, réfléchissez, ils ont sorti des millions et des millions de gens de la pathologie mentale. C'était une bonne chose. Mais en même temps, je me suis dit, tiens, s'ils ont le pouvoir de faire sortir des millions de gens de la pathologie mentale, peut-être ont-ils le pouvoir de faire entrer des millions de gens à leur tour dans la pathologie mentale. Or, depuis 35 ans, c'est un peu ce qui s'est passé. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pourquoi, depuis maintenant 35 ans, on a de plus en plus de gens, puisqu'une dernière étude faite par des Européens, ce sont des Hollandais qui l'ont fait, ont montré qu'à peu près, d'après le DSM-5, il est probable qu'au cours de leur vie, à peu près 50%, 48% pour être honnête, des Européens auront un trouble mental. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc on est vraiment dans une situation d'inflation. Alors, donc l'utilité, je l'ai dit, c'est pour les épidémiologistes, c'est pour les chercheurs, c'est pour les études cliniques en pharmacologie, mais c'est aussi pour les praticiens. Moi, je suis un praticien. Je ne suis pas un chercheur, enfin, je suis associé comme chercheur dans une université, mais l'essentiel de ma pratique, c'est une pratique clinique. Donc l'utilité pour les cliniciens. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre et pourquoi j'alerte le public? Ce n'est pas une querelle d'experts. C'est un problème de grand public, c'est un problème au fond de la maladie mentale. Qu'est-ce que c'est? Alors réfléchissez, le manuel est paru, il a 1000 pages, il va répertorier presque 450 troubles mentaux, il n'y a aucune définition du trouble mental. On ne sait pas à l'heure actuelle définir un trouble mental. Personne n'est en mesure de donner une définition d'un trouble mental. Et on va avoir comme ça 450 troubles mentaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autant de troubles mentaux? Une des premières éditions, dans les années 50, comportait moins de 100 troubles mentaux. Maintenant, on en a presque 500. Pourquoi a-t-on multiplié par 4 ou même par 5 le nombre de troubles mentaux? A-t-on un meilleur dépistage? A-t-on une meilleure prévention? Oui, en partie, c'est vrai. En particulier pour l'autisme. On a un meilleur dépistage. On dépiste plus tôt. On trouve les signes plus tôt, précocement, dans l'interaction ou dans le comportement des enfants qui nous permettent éventuellement de présumer qu'il va y avoir une évolution anormale, une évolution autistique. A-t-on fait des progrès du côté de la neuroimagerie, du côté des neurosciences? Un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu, il faut être honnête. Il y a quelques éléments qui nous permettent. Mais à quoi attribuer l'essentiel de cette inflation, de cette augmentation du diagnostic? À la méthode du DSM. Pourquoi je dis ça? Parce que le DSM a changé complètement l'optique des cliniciens. Les cliniciens cherchaient à écouter
les patients, cherchaient à repérer dans ce qu'ils écoutaient, dans ce qu'ils voyaient, des prototypes. Et quand ça s'éloignait du prototype, ils mettaient probablement plusieurs diagnostics, où ils étaient pas sûrs du diagnostic. Sauf quand ils avaient affaire vraiment au prototype. C'est un peu comme quelqu'un, si vous voulez, pour prendre un exemple trivial, là c'est une table. Vous allez au Japon, vous repérerez quand même que c'est une table, même si c'est pas la forme habituelle de nos tables. Au fond, on repérait des choses, c'est ce qu'on appelle un peu comme on retrouve la forme. On trouvait la forme diagnostique et on repérait. Et on disait même que le diagnostic du clinicien se faisait très vite. Au bout des premières minutes de l'entretien, on pouvait faire un diagnostic et généralement on ne changeait pas de diagnostic. Alors maintenant, considérant donc que la subjectivité du clinicien n'était pas une bonne chose, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont décidé de s'appuyer sur des entretiens très formalisés où on va répondre par oui ou par non. Si vous êtes un peu triste, beaucoup triste, très profondément triste, etc. Avez-vous un peu envie de vous suicider, beaucoup passionnément? Enfin là, je tourne un peu en dérision, mais enfin, il y a des choses sérieuses quand même. Il faut dire qu'il y a des choses sérieuses qui sont... Et à partir de là, on va pouvoir remplir un certain nombre d'items et on va avoir des algorithmes qui vont permettre d'inclure ou d'exclure un certain nombre de signes. Et en fonction des critères d'inclusion et d'exclusion, on va faire un diagnostic. C'est un système expert. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent ce que c'est qu'un système expert. C'est à peu près la même formule. Donc, on aboutit comme ça à des diagnostics plus simples, à des diagnostics. Mais le problème, c'est que ces diagnostics ne sont que sur le comportement des gens, que sur ce qui est visible, ce qui est immédiatement observable, sans tenir compte du contexte. Or, et bien évidemment, je prends un exemple sur le DSM-5. Le DSM-5 nous explique que quelqu'un qui est endeuillé, qui a perdu un être cher, malheureusement ça nous arrive à tous, c'est une période très difficile de l'existence. On perd un être cher, au bout de 15 jours, si vous êtes triste toute la journée, si vous n'avez plus tellement la joie de vivre, vous n'avez plus envie d'aller travailler, vous n'avez plus envie de vaquer vos occupations habituelles, vous sentez coupable, vous avez éventuellement des troubles du sommeil, vous avez des troubles de l'appétit. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, selon le DSM-5, ça pendant 15 jours après la perte d'un être cher, hein, je précise, vous avez un état dépressif majeur. Moi, je trouve ça absolument ahurissant. En fait, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes normalement endeuillé, c'est tout. Vous n'avez pas besoin... Alors, le problème, c'est pas tellement qu'on donne un diagnostic. À la limite, les gens peuvent s'en ficher. Ils peuvent dire, bon, ouais, c'est le délire des psychiatres, moi je m'en fiche, je suis endeuillé. Le problème, c'est que, effectivement, bien souvent, les gens qui sont endeuillés, qui souffrent, vont voir quelqu'un, ou on leur conseille d'aller voir quelqu'un parce qu'on les trouve très profondément atteints. Du coup, avec le DSM-5 et ceux qui suivront le DSM-5 aux États-Unis, mais également en France, c'est pour ça que j'ai parlé de cette question, auront tendance à diagnostiquer, parce que c'est les meilleurs experts des États-Unis, et voire avec certains experts internationaux qui l'ont dit, vont diagnostiquer un épisode dépressif majeur et vont donner quoi? Vont donner des médicaments. Or, donner des médicaments, ça fait 35 ans que j'exerce la psychiatrie. 35 ans. Donner des médicaments à quelqu'un qui est endeuillé, alors qu'il n'est pas déprimé, qui est normalement endeuillé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi? Alors, sauf si vraiment il est dans un état épouvantable, pré-suicidaire, avec éventuellement des idées délirantes ou avec des choses très 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 graves. Là, je ne conteste pas éventuellement la nécessité de donner des médicaments. Je suis médecin, je ne suis pas du tout opposé aux médicaments, bien au contraire. Les médicaments peuvent sauver une vie humaine. Hein, j'ai déjà vu des cas où il faut sauver une vie humaine avec des médicaments. J'en parle en psychiatrie. Mais donner de façon inappropriée, ça peut être catastrophique. Et j'ai vu 2 émissions, l'une de la BBC 4, et l'autre de la télévision suisse romande, qui faisaient témoigner des gens qui avaient été soignés trop vite et trop prématurément et de façon inappropriée après la perte d'un être cher. C'était assez émouvant. C'était des gens qui venaient de perdre un fils dans un accident de voiture, enfin des drames de la vie. Et ils expliquaient qu'on leur avait donné tout de suite des tranquillisants, on leur avait donné tout de suite des antidépresseurs, et ils expliquaient tous à quel point ça avait été une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que quand on perd un être cher, c'est une souffrance évidemment très importante, et c'est vrai que parfois, de façon très minoritaire, les gens ne se remettent pas d'un deuil, c'est-à-dire que du deuil, ils passent à ce qu'on appelle le deuil pathologique. C'est vrai, ça existe. Alors, mais c'est une minorité, une extrême minorité. La plupart du temps, les gens font leur deuil, et pour faire le deuil, il faut avoir du temps. Il faut pouvoir élaborer. Alors quand quelqu'un est endeuillé, il faut l'entourer, il faut éventuellement l'écouter, il faut éventuellement parler avec lui, il faut éventuellement faire des choses, l'accompagner, mais lui donner des médicaments, ça anesthésie artificiellement, ça donne un sentiment
de protection totalement illusoire, et les gens disaient qu'après ça avait été encore plus difficile quand ils étaient sortis des médicaments, parce que justement la période du deuil n'avait pas été véritablement passée. Ils n'avaient pas pu élaborer ce qu'ils avaient élaboré, ils n'avaient pas pu rétrécir ce trou abominable qu'on ressent quand on a perdu un être cher. Voilà, je vous donne un exemple. Ça paraît, donc avec le DSM-5, il faut que vous sachiez qu'il est prescrit, indirectement bien sûr, mais il est prescrit en tout cas le diagnostic, et lui est prescrit directement d'épisodes dépressifs majeurs, et évidemment il y aura des produits dérivés, et étant donné la réalité de la pratique de la médecine générale et de la psychiatrie, on peut dire que la plupart des gens seront médiqués de façon inappropriée. Alors, je discutais sur une radio avec une collègue qui me disait « Oui, mais il y a des précautions, etc. » C'est vrai, ils donnent un certain nombre de précautions. Mais on n'est pas avec des utilisateurs idéaux, on est avec des utilisateurs réels. Les utilisateurs réels, c'est les médecins généralistes que vous allez voir, sont éventuellement les psychiatres de vie, vous allez voir. Et ces gens-là, je vous garantis, par expérience, ils donneront la plupart du temps de façon inappropriée des médicaments s'ils suivent le DSM-5. Je vais vous donner un autre exemple de ce qui me paraît, moi, dangereux dans cette affaire. L'addiction. Tout le monde sait ce que c'est que l'addiction. Quand moi, encore une fois, j'ai fait mes études de médecine, mes études de psychiatrie, l'addiction, ça recoupait quelque chose de très précis. L'addiction, c'était la dépendance physique, absolument physiologique. C'est une sorte d'esclavage à un produit. Des gens qui ingurgitaient un produit illicite la plupart du temps, et ils ne pouvaient pas s'en défaire, et le corps en demandait. Et ils avaient des syndromes de sevrage quand ils n'en avaient pas, même parfois ça les poussait à des passages à l'acte dangereux, ou des passages à l'acte, je dirais, illégaux, enfin des transgressions, pour avoir le produit. Donc ça, c'était la définition. Petit à petit, la notion d'addiction a dérivé, et la dernière en date, qui est dans le DSM-5, ils ont ouvert un grand boulevard qui s'appelle le comportement addictif. Alors qu'est-ce que c'est que le comportement addictif? Enfin, on pourrait conduite ou comportement, c'est addictive behavior en anglais. C'est, au fond, quelque chose dont on ne peut pas s'empêcher de faire. Alors, ça recoupe tout et n'importe quoi. Alors actuellement, ils ne répertorient que le jeu. Il n'y a que le jeu. Mais sont à l'étude l'addiction à Internet, l'addiction au sexe, l'addiction à plein de choses. On peut multiplier, on peut avoir maintenant vraiment des centaines et des centaines. La dernière fois, j'étais dans le RER pour aller prendre un avion, j'ai pris le RER pour aller à Charles de Gaulle. Écoutez, c'était une heure où tout le monde était paisible, la plupart du temps les gens étaient assis, et tout le monde avait un comportement addictif. Il y avait qui étaient sur le smartphone, d'autres qui écoutaient de la radio, etc. Je me disais, est-ce que ces gens savent que dans le DSM-6, ils auront un trouble mental? Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils vont avoir un trouble mental? Enfin, je disais ça en rigolant, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, imaginez, je ne sais pas, certains d'entre vous ont des adolescents à la maison, ou des futurs adolescents, ou des anciens adolescents, enfin, vous avez l'expérience. Imaginez l'adolescent qui passe en jeu, j'en ai en consultation, qui passe, j'en ai vu encore un hier, son père disait, mais il est tout le temps sur Internet, tout le temps sur Internet, tout le temps sur Internet. Alors, évidemment, il y a quand même parfois des mesures éducatives à prendre. Il y a parfois des mesures pédagogiques, des mesures parentales. Mais alors, vous voyez, l'adolescent va dire, écoute, non, moi, papa, je suis désolé, hein, DSM-5, DSM-6, moi j'ai une addiction, je suis malade, c'est pas de ma faute, j'ai besoin, enfin, je caricature, mais je veux dire, d'une certaine façon, on confond les problèmes pédagogiques, les problèmes éducatifs, les problèmes sociaux aussi, parce qu'il faut en parler, ça, des problèmes sociaux, avec les problèmes purement psychiatriques. Je ne dis pas que l'addiction n'existe pas, bien sûr qu'il y a des problèmes psychiatriques qui sont tentés, mais il faut les différencier des autres problèmes. Sachez quand même que dans certains États américains, actuellement, il y a pratiquement 20% des enfants qui sont considérés comme hyperactifs. On ne va pas me faire croire qu'un enfant sur 5 a un trouble mental, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont hyperactifs. Pourquoi ils sont hyperactifs? Alors en plus, quand même, il faut savoir que si vous êtes noir, mal logé, avec des parents qui ne s'entendent pas, enfin bref, il y avait des statistiques que j'ai vu passer, vous avez à peu près 6 ou 7 fois plus de chances d'être étiqueté hyperactif si vous vous énervez, que si vous êtes blanc, avec des parents qui s'entendent et un logement confortable. Donc vous voyez, on est quand même dans des situations où la psychiatrie, à mon avis, est utilisée de façon inappropriée, le diagnostic, et donner à un enfant de 6 ans un diagnostic, lui coller une étiquette, quelle qu'elle soit, et surtout lui donner éventuellement des médicaments, c'est pas quand même anodin. Une étiquette psychiatrique, c'est pas rien. Je veux dire que, moi je sais que
d'annoncer une maladie à quelqu'un, de toute façon, c'est un effet d'annonce épouvantable, mais d'annoncer à quelqu'un une maladie psychiatrique, c'est parfois encore pire. Donc, puis sans parler de la stigmatisation. Alors, il faut quand même être un peu, comment dirais-je, il ne faut pas être extrémiste. C'est-à-dire que le diagnostic, le problème du diagnostic, puisque je suis là-dessus, c'est vrai que ça peut stigmatiser, ça peut faire en sorte que les gens se conforment au diagnostic, ça peut être une étiquette, ça peut être l'ouverture vers une certaine forme de ségrégation, c'est indiscutable. Mais c'est vrai que parfois, ça rassure. J'ai vu des gens me dire, vous savez, depuis que j'ai mis un mot sur ce que j'avais, ça m'a rassuré, ça m'a fait du bien. C'est vrai aussi. Le diagnostic, je ne suis pas complètement contre, mais je ne suis pas évidemment complètement pour. Je ne suis pas complètement contre, pourquoi? Parce que ça rassure un certain nombre de gens. Ils ne se sentent plus complètement, je dirais, seuls avec leur souffrance. Ils se disent, bon, finalement, la science va pouvoir quelque chose pour moi, la médecine va pouvoir quelque chose pour moi. Ça a un nom. C'est une façon d'extérioriser leur souffrance, de la fixer sur quelque chose. Ça peut être positif. D'autre part, ça peut être une ouverture de droit. Quand vous avez, moi, il m'arrive souvent de remplir des certificats pour la maison des personnes handicapées. Ben, il faut faire un diagnostic. Vous pouvez pas, c'est une ouverture de droit parfois tout à fait justifiée. Quand vous êtes handicapé mental, vous avez le droit à la solidarité. Quand vous avez des enfants qui sont handicapés mentaux, vous avez à juste titre droit à la solidarité et vous avez le droit à des allocations. Donc ça peut être une ouverture de droit. D'autre part, ça peut être une ouverture sur des données. Moi, j'ai plein de gens qui, on leur a donné le diagnostic de ceci ou de cela, ils vont immédiatement sur Internet et ils ouvrent sur une base de données. Alors là, il y a le pire et le meilleur. Hein. Bon, ça peut être n'importe quoi. Donc là, bon, je pense que, sans vouloir être prétentieux, je pense que Internet ne peut pas remplacer un psychiatre comme ça, c'est compliqué. Bon, même si il y a des choses très intéressantes. Donc c'est une ouverture sur des bases de données, qui fait que maintenant on a des usagers, comme on dit, qui sont souvent très informés, mal informés, mais très informés d'un certain nombre de choses. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en disant « j'ai un trouble bipolaire, mon enfant est hyperactif, j'ai des TOC ». Bon, c'est passé dans le langage courant. Bon, il faut faire avec. Et parfois, c'est complètement à côté de la plaque. Hein, c'est absolument pas du tout ça, mais bon, parfois, c'est vrai. Alors, donc, ce diagnostic peut ouvrir sur des données. On ne peut pas empêcher les gens, à notre époque, d'avoir accès à des bases de données, c'est plus possible, on est dans une civilisation Internet, etc. Donc, d'une certaine façon, on ne peut plus être sous le pouvoir souverain du spécialiste ou de l'expert. C'est vrai que maintenant, les choses se sont un petit peu modifiées. Je ne m'en plains pas. Mais il faut corriger, parce que des fois, sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, et comme on disait, quelque chose et son contraire. Alors, c'est aussi une ouverture, je dirais, parfois sur des liens sociaux, sur les forums. Par exemple, les gens vont, à partir d'un diagnostic, qui est une sorte d'identité qu'ils ont, une pseudo-identité, ils vont aller sur les forums des gens qui ont la même identité ou qui sont supposés avoir la même identité. Là aussi, pour le pire ou pour le meilleur. Mais j'ai vu des gens que ça avait soulagé, qui pouvaient partager leur expérience, qui pouvaient éventuellement échanger sur ce qui se passait. Et puis des fois c'est catastrophique parce qu'il y a un effet d'entraînement et ça a une synergie négative. Mais c'est un fait, voilà. Maintenant le diagnostic n'est plus simplement. À mon époque, quand j'étais étudiant, on sous-diagnostiquait parce qu'on avait toujours l'idée que si vous mettiez un diagnostic trop lourd, ça allait mettre une étiquette sur la personne, c'est vrai qu'il y avait un certain fixisme. Moi, je me souviens de gens qui avaient, quand j'étais interne, il y avait encore des dossiers qui dataient de 1922, 1923, où les gens avaient un diagnostic et ça restait comme ça, donc c'était quand même un peu lourd. Bon, donc on sous-diagnostiquait. Maintenant, les gens... En plus, il y a un autre problème, c'est que maintenant, si vous ne donnez pas un diagnostic, pour un certain nombre de gens, c'est que vous êtes incompétent. Alors, ça pose un problème. Alors vous voulez les protéger d'une étiquette et en fait ils considèrent que vous êtes incompétent, en particulier dans le domaine, je dirais, des enfants. Les parents ont besoin souvent d'un diagnostic, ça les rassure. Et puis en plus, si on donne un diagnostic, comment dirais-je, à l'heure actuelle, ce qui n'est pas faux, ça veut dire j'y suis pour rien. Au fond, j'ai tel trouble, voilà, j'ai tel trouble, alors maintenant on va le corriger, soit par des médicaments, soit par des mesures, etc. Mais d'une certaine façon, ça déculpabilise. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas opposé à ça, je ne pense pas que la culpabilisation des gens soit une bonne chose. Mais il faut savoir que c'est quand même un problème en soi, le diagnostic. Alors, donc,
J'ai donné l'exemple du deuil, j'ai donné l'exemple de l'addiction, je peux vous donner encore un ou deux exemples pour vous faire comprendre pourquoi je suis en colère, en quelque sorte, même sereinement, mais en colère quand même, contre le DSM-5, c'est ce qu'on appelle la gourmandise. Sachez que monsieur ou madame, qui est gourmande ou gourmand, une fois par semaine, un accès de gloutonnerie, genre un passage excessif, je ne sais pas comment dire, à la pâtisserie, ou je ne sais pas où, ou au restaurant, bon, et qui, évidemment, après, se sent pas bien, l'impression d'avoir un peu transgressé, bon, ça nous arrive à tous. Moi, je pense que je suis dans ce cas-là, hein. Ça m'arrive une fois par semaine de me jeter sur des bonbons, ou me jeter sur des choses comme ça, pas régulièrement, mais ça peut m'arriver. Donc, accès de gourmandise, accès de gloutonnerie, une fois par semaine, vous avez un nouveau diagnostic, trouble de l'hyperphagie. Donc, monsieur X, monsieur Y, depuis le 21 mai, n'est plus glouton, n'est plus gourmand, il a un trouble de l'hyperphagie. Comme j'ai dit à un journaliste qui m'interrogeait sur le point, disait le DSM-5 va apparaître le 20 mai, le 21 mai, beaucoup de Français vont se réveiller avec un diagnostic sur la tête. C'est comme ça, il faut savoir que peut-être que certains d'entre vous ont un diagnostic qui les attend au coin de la rue. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais sachez que vous avez probablement... on aura du mal à échapper. En tout cas, DSM-5, il y a 50% des Européens. DSM-6, à mon avis, si ça continue, il n'y en aura plus que 20% qui échapperont. Alors, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, évidemment, on se pose des questions, parce qu'on est des citoyens, on veut être éclairés. Au fond, qui fabrique ça et pourquoi? Alors, je crois que c'est complexe. Alors évidemment, les journalistes souvent veulent axer sur les laboratoires pharmaceutiques. C'est les labos, c'est comme ils disent aux États-Unis Big Pharma, comme on disait Big Brother, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui poussent. Pourquoi? Parce que pour eux, évidemment, c'est un marché. C'est un marché ça se construit, un marché ça se formate, un marché ça s'entretient, etc. Donc ils seraient là derrière à pousser. C'est vrai, en partie. C'est vrai que les laboratoires sont intéressés, évidemment, à vendre leurs produits. On ne peut pas leur reprocher. Ce sont des industriels, ils font leur boulot, ils font vivre des gens parfaitement honnêtes, ils font vivre des gens qui ont le droit de travailler, etc. Simplement, moi je suis médecin, je suis psychiatre, je pense que je suis citoyen, donc on doit réfléchir au fond à... Alors c'est vrai que les laboratoires jouent un rôle. Il y a eu ce qu'on appelle des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que les gens qui ont fabriqué le DSM-5, certains avaient des conflits d'intérêts. Alors il y a eu un grand scandale en 2008, un dénommé Joseph Biederman, qui était le grand spécialiste des troubles bipolaires chez les enfants. Il disait que c'était la maladie la plus importante, la maladie, etc. Et il était d'études à l'appui, etc., etc. Et d'ailleurs, le trouble bipolaire chez l'enfant, quand même, était multiplié par 40. Je dis bien par 40 dans la dernière décennie aux États-Unis. Donc lui, il disait, c'est vraiment la maladie du siècle, c'est le trouble bipolaire. En plus, il faut prévenir tout de suite, parce qu'après, ça dégénère en trouble bipolaire chez l'adulte, donc ça devient des gens chronicisés, etc. Le seul problème, c'est que M. Biederman, il avait oublié de déclarer qu'il recevait 1,6 million de dollars du laboratoire qui fabriquait le médicament qui justement était pour les troubles bipolaires. Bon, ça a fait quand même un peu scandale, ça a été révélé par le New York Times, et c'est vrai que ça a eu un effet important. C'est-à-dire que du coup, on a assaini un peu les choses, c'était en 2008, fait que les experts ont été... Alors il y a encore des gens qui disent, qui a études à l'appui, que c'est pas vrai, que la plupart des experts qui ont travaillé au DSM-5 avaient des conflits d'intérêts avec les laboratoires. Moi, je ne suis pas informé précisément de ça, j'en sais rien. Je pense que c'est possible, mais je pense que ce n'est pas le seul problème et qu'on ne doit pas prendre les choses là. Alors, quels sont les autres problèmes? Les autres problèmes, je vais essayer de vous les résumer. Pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de troubles mentaux qui sont répertoriés, etc. Je crois qu'une des raisons qui est pas souvent dite, c'est que le DSM-5 est fait par des experts dans leur domaine. Or, les experts, si vous voulez, en tout cas la plupart, sont coupés des réalités cliniques et ils ne s'occupent pas nécessairement des conséquences dans la pratique de ce qu'ils font. Et les experts ont toujours tendance à vouloir qu'il y ait le maximum de gens qui rentrent dans leur champ d'expertise. Ils ne veulent pas... Alan Frances, celui qui a fait le DSM-4 et qui est maintenant une sorte de repenti,
puisqu'il maintenant il critique énormément le DSM-5, qui était un de ceux même qui a pris la tête du mouvement anti-DSM-5, me disait qu'en 35 ans de travail avec les experts, il n'avait jamais vu un seul expert lui proposer de réduire le champ des gens qui seraient éventuellement inclus dans son champ d'expertise, les gens qui seraient inclus dans le champ d'expertise. Autrement dit, les experts ont tellement peur de faux négatifs, c'est-à-dire des gens qui échapperaient à leur expertise, qui créent énormément de faux positifs, de gens qui sont de façon inappropriée labellisés ou étiquetés. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais le problème des experts est un problème très important. Par ailleurs, il faut dire aussi qu'il y a une évolution de la société. Cette évolution de la société, ce n'est pas le DSM-5, mais le DSM-5 accentue. C'est vrai que, comme disait l'autre, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a tous des moments de rupture, on a tous des moments où ça ne va pas, on a tous des moments où on a des coups durs, on a des séparations, on a des problèmes familiaux, on a des problèmes de santé, etc. Donc, ce qui est dit, c'est que les gens semblent de moins en moins tolérer finalement, supporter, que le niveau de tolérance, le seuil de tolérance est de plus en plus bas et qu'ils réclament de façon, je dirais, insistante d'être soulagés de cela et du coup ça induit, qu'on le veuille ou non, les médecins à leur prescrire de façon un petit peu imprudente un certain nombre de médications, en particulier psychotropes, pour calmer l'angoisse, pour accompagner, etc. C'est peut-être vrai, je ne suis pas opposé à cette idée. Alors le DSM-5 accentue cela, c'est pas lui qui est responsable de ça, ça c'est une évolution de la société, mais c'est vrai que c'est un élément. Par ailleurs, je pense que si vous voulez, il y a un problème de fond. À partir du moment où on ne s'intéresse qu'au comportement des gens, c'est là ce que je vous ai expliqué au départ, qu'on ne s'intéresse plus au contexte, qu'on ne s'intéresse plus à l'histoire familiale, qu'on ne s'intéresse plus, je dirais, au contexte social, au contexte en général dans lequel cette souffrance est prise. Or moi je dis que c'est une aberration. Depuis que je travaille, je reçois tous les jours des gens qui me parlent de leur souffrance, qui se plaignent, à juste titre, de ce qui leur arrive. Ben, évidemment, je contextualise. Je leur demande de me parler d'eux-mêmes, de me parler de leur histoire, de me parler, etc. Je ne les engage pas tous vers une psychanalyse, c'est pas la question. D'abord, il faut quand même que j'essaye de les aider à éclaircir ce qui leur arrive. Or, dans le DSM-5, c'est pas la question. On ne cherche pas le contexte, on cherche à répertorier des signes sur des comportements. Alors, quelqu'un qui est triste parce qu'il a perdu un être cher ou qui est triste parce que sa petite amie ou je ne sais pas quoi, c'est sans incidence. Il est triste. Je coche. Voilà, donc je caricature. Donc, à partir du moment où on ne s'occupe que des comportements, or sur quoi agissent les médicaments? Ils agissent sur les affects et sur les comportements. Donc quand on a une conception de la psychiatrie qui est purement axée sur les affects et sur les comportements, on a nécessairement une vision clinique qui est, je dirais, pharmaco-induite, c'est-à-dire au fond ce sur quoi les médicaments agissent. Donc il y a une synergie presque intellectuelle entre d'un côté, je dirais, cette conception de la psychiatrie, qui est une conception purement comportementaliste et purement réductrice, et d'un autre côté, les médicaments qui sont évidemment qui cherchent comme cible un certain nombre de comportements, qui visent comme cible plutôt un certain nombre de comportements. Donc évidemment, les gens des laboratoires cherchent de plus en plus à trouver les meilleurs médicaments qui pourraient cibler le mieux un certain nombre de comportements, voire de sous-comportements. Donc on est dans une synergie comme ça, je dirais, de fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un complot, c'est pas la peine, mais j'y crois pas. Je pense que c'est simplement une convergence entre une conception de la psychiatrie et Alors, je tiens à préciser, je l'ai dit tout à l'heure, que je ne suis pas opposé aux médicaments, absolument pas. Dans ce livre, si vous le lisez, vous verrez, je ne parle absolument pas en général des médicaments. Je suis opposé à la surprescription, je suis opposé au surdiagnostic, je suis opposé à la dérive du DSM-5, mais je ne suis pas opposé aux médicaments en tant que tels, parce que c'est vrai que les médicaments peuvent avoir leur utilité, et pour ma part, je prescris. Mais il y a quand même des expériences qui sont faites. Là, je viens de recevoir par Internet une étude qui a été faite pour les généralistes canadiens, qui est une étude très intéressante en anglais, où on leur apprend à ne pas prescrire tout de suite face à quelqu'un qui se plaint, qui a une plainte un peu dépressive. On leur donne
ce qu'ils appellent un guideline, on leur donne des éléments de réflexion qui permettent de différer un peu. Et ils ont fait ça en Hollande, ils ont appris aux généralistes, ils ont appris à certains psychiatres à différer un petit peu le diagnostic, à attendre, et parce qu'il faut bien dire que 90% des états dépressifs que je reçois, moi, sont des états légers ou moyens. Il y a quelques états graves. Donc il faut apprendre à les différencier. On ne peut pas les différencier à 100%, mais on peut les différencier quand même dans la plupart du temps. Or, un état léger ou un état moyen, franchement, ça peut se guérir sans médicaments. La plupart du temps. Ça peut se guérir sans médicaments. Si ça évolue vers quelque chose de plus grave, oui, à ce moment-là, il faut donner des médicaments. Or, vu la façon dont ça se passe, et le DSM est très responsable de ça, la plupart du temps, je reçois des gens qui ont fait un état dépressif léger ou moyen, mais qui sont déjà médiqués. Ils ont été médiqués par le généraliste, qui les a reçus, pas plus que 10 minutes, parce que bon, il est débordé, c'est pas de sa faute, et d'ailleurs, il les a reçus, et à la fin, la personne dit, oh, en ce moment, ça va pas, je suis pas bien, ah bon, depuis quand, hop, prescription de psychologue. Donc je reçois, après il s'aperçoit que bon, il n'a pas envie, ou il ne peut pas s'en occuper, donc il me l'envoie à moi, mais je reçois quelqu'un qui a déjà une médication psychotrope. Alors, du coup, on ne peut pas l'arrêter tout de suite, ça masque éventuellement provisoirement un certain nombre de choses, c'est pas évident. Alors, en Hollande, justement, c'est un pays quand même qui est très proche de nous, donc on peut tout à fait s'y référer, ils ont donc décidé de faire des soins sans diagnostic et sans médicaments immédiats, sauf dans les cas graves. Ils leur ont appris à différencier. Or, en France, ça ne prend pas ce chemin. Pourquoi ça ne prend pas ce chemin? Parce que le DSM-5 va être enseigné dans les facultés de médecine. Les médecins vont être formatés avec le DSM-5 et les psychiatres, peut-être un peu moins, parce que quand vous faites de la psychiatrie, obligatoirement, vous avez accès à d'autres manuels, etc. Mais les médecins généralistes, or en France, 80% des psychotropes sont prescrits par les généralistes. Donc, vous avez là un problème de santé publique. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aurez obligatoirement une poursuite de cette hyper-inflation de médications psychotropes. Or, les psychotropes, ce n'est pas des médicaments anodins, hein, c'est évident. On s'est aperçu, par exemple, il y a une étude qui a été faite avec des Américains et des Français de Bordeaux, qu'au-delà de 65 ans, les gens qui ont pris des benzodiazépines de façon régulière ont beaucoup plus de chances d'entrer dans un état de démence que les autres. Bon, ça donne des troubles de mémoire, hein, quand même, les benzodiazépines. Ça donne une dépendance. Il fut une époque où il y avait un médicament dont je tairai le nom, qui est alors c'est un médicament formidable, il calme l'angoisse instantanément. Mais simplement, les gens sont accrochés très vite. Et il y a eu une rupture de stock chez le fournisseur. Mais je vous assure, il y avait la queue à la pharmacie. Les gens faisaient la queue, comme on achète du pain. Enfin, je veux dire, bon, les premières nécessités. Des gens, c'est la première fois de ma vie, enfin bon, Dieu merci, je n'ai pas connu des périodes de guerre dans mon pays, j'espère que ça n'arrivera jamais, de pénurie, d'après-guerre. Je suis né juste après-guerre, moi j'avais plus de pénurie quand j'ai commencé à m'éveiller au monde, mais il y avait la queue dans les pharmacies pour obtenir ce médicament. C'est quand même un peu, ça vous prouve, là on a créé vraiment des addictions. Alors, d'autre part, ça crée des addictions, des troubles de mémoire. Je citais cette étude qui était faite sur 20 ans, c'est une cohorte, ce qu'on appelle une étude en cohorte, une étude épidémiologique, où il y a donc un risque majeur. Donc moi, je ne prescris plus de benzodiazépines au-delà de 65 ans. Ça, c'est clair. J'estime que cette étude m'a totalement confirmé dans l'idée que c'était dangereux. Alors, les autres médicaments. Il faut savoir que pour les dépressions légères et les dépressions moyennes, les études sérieuses et je dirais vraiment confirmées montrent que la différence avec le placebo, vous savez tout ce que c'est qu'un placebo, bon, je pense que c'est dans le langage courant maintenant. La différence avec un placebo est pratiquement inexistante. Elle est vraiment très faible. C'est-à-dire que, au fond, et alors, surtout avec un placebo qui donne des effets secondaires, parce que ça c'est formidable. On donne un placebo, mais on fait en sorte que ce placebo vous donne des choses quand même. Alors par exemple, on donne un produit dont on sait qu'il va vous donner quand même un certain nombre d'effets secondaires. Et quand ça donne des effets secondaires, ça marche mieux. C'est-à-dire que l'effet placebo, parce que
Du coup, la personne a vraiment l'impression elle se dit ça ne peut pas être un placebo, puisque justement, c'est un vrai produit que j'ai. Donc, mais vous savez, quand on prescrit des psychotropes, on a parfois des surprises. Moi, il m'est arrivé un jour de recevoir quelqu'un, il y a fort longtemps de cela, et qui, le vendredi soir, me dit je supporte plus la vie, j'ai envie de me foutre en l'air. Enfin bon, vraiment un discours très, très inquiétant. J'étais en début de pratique. Vendredi soir, le week-end, en plus, j'étais pas là, je devais partir, j'étais embêté, qu'est-ce que je fais, etc. Je lui prescris un médicament en lui disant revenez lundi matin. Et lui me disant j'espère que lundi matin j'espère que vous aurez encore de mes nouvelles lundi matin. Ah bon, il me met une pression énorme, etc. Bon, j'étais un jeune praticien, j'étais quand même un peu angoissé, je me disais qu'est-ce que je veux faire avec ce type et tout. Bon, je lui donne un médicament. Il arrive le lundi matin, il revient, il me dit « Oh, j'ai été cassé par votre médicament, c'était épouvantable, des douleurs musculaires pendant tout le week-end, ça a été horrible, etc. » Je vais beaucoup mieux. C'est-à-dire que finalement, il avait ressenti quelque chose, curieusement, qu'il l'avait finalement remis à envie de vivre, ça l'avait rétabli. Alors évidemment, ce n'est pas du tout l'effet que j'avais cherché, mais bon, c'est pour montrer que quelquefois, avec les médicaments psychotropes, on a des effets paradoxaux. Alors, par contre, il y a des effets qui, eux, ne sont pas paradoxaux, qui sont la perte de la libido. Alors, pour quelqu'un qui est déjà déprimé, c'est pas évident. Beaucoup de gens se plaignent de ça, la perte de la libido. Ça fait grossir. Alors ça aussi, c'est pas non plus seulement le top. Hein. Vous êtes déprimé, et après vous prenez 5, 6 kilos, 10 kilos. Bon, ça, vous vous sentez mieux, mais bon, c'est pas évident. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est pas évident. Et donc, voilà, ça c'est les grands. Bon, il y a d'autres effets secondaires, mais ceux-là sont les plus embêtants. Et puis, on s'est aperçu que, au fond, on donne des médicaments qu'on appelle antidépresseurs, ben, les gens rechutent. Et puis, il y a toujours autant de déprimés qu'avant les antidépresseurs, donc il y a un problème. Je suis désolé, mais depuis qu'il y a des antibiotiques, quand même, l'antibiotique, ça sert à quelque chose. Hein. Il y a des gens qui ont été sauvés quand la pénicilline est arrivée. Normalement, le nombre de malades diminue, ou les gens guérissent, vraiment. Là, non. On a toujours autant de déprimés, on a pratiquement autant de... Par exemple, en Islande, où ils sont les plus gros consommateurs de psychotropes et d'antidépresseurs, ils ont le taux de suicide est stable depuis 15 ans, malgré que l'augmentation. Donc, c'est vraiment pas des médicaments qui guérissent. Ça s'appelle antidépresseur, mais c'est pas antidépresseur. Je vous dis pourquoi c'est pas antidépresseur. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la dépression. On ne sait pas. On ne sait pas. On constate qu'il y a des gens qui sont déprimés, il y en a qui sont déprimés parce que la condition humaine est difficile, il y en a qui sont déprimés parce que c'est un peu plus que ça et qui sont dans un processus pathologique. Mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Donc, on a des hypothèses, je vous explique que c'est la sérotonine, c'est pas vrai. C'est absolument pas validé. D'ailleurs, il y a un antidépresseur qui, lui explique que c'est un manque de sérotonine et que donc il va falloir vous donner un médicament qui va vous faire remonter le taux de sérotonine. Mais c'est n'importe quoi. C'est absolument pas validé. Absolument pas validé. C'est un argument marketing qui n'est pas validé. Du coup, les gens peuvent croire à ça, mais c'est pas vrai. Et en particulier, il y a un médicament antidépresseur qui, lui, au contraire, abaisse la sérotonine et marche bien. Donc il y a quand même un problème. Si c'était un taux de sérotonine bas dans toutes les dépressions, il n'y aurait pas possibilité qu'un médicament qui lui aussi abaisse la sérotonine. Bon, donc autrement dit, on ne sait pas ce que c'est, et donc ce ne sont pas vraiment des antidépresseurs. Par ailleurs, effectivement, ils n'arrivent pas à venir à bout de la dépression, les gens rechutent. Et on a effectivement des gens qui sont sous antidépresseurs avec des arrêts et que ça recommence, etc. Et c'est une espèce de chronicisation. Voire même, dans certains cas, ça aboutit à une sorte on les rend handicapés. Donc on doit utiliser ces médicaments de façon très parcimonieuse, de façon, je dirais, adaptée et pas de façon inappropriée. Par ailleurs, il y a, je dirais, des fausses notions qui traînent. Par exemple, il y avait un journal qui... ça aussi, c'est lié au DSM-5. Le DSM-4 a introduit ce qu'on appelle le trouble bipolaire de type 2. C'est-à-dire, c'est quoi? L'humeur, c'est connu depuis de longue date. On avait un trouble de l'humeur qui s'appelait la folie circulaire au XIXe siècle. Après, ça s'est appelé la psychose maniaco-dépressive. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on change les noms. Parce que c'est vrai que les noms, à un moment donné, ont une connotation qui n'est pas bonne.
Donc qu'on appelle ça trouble bipolaire, ça ne me gêne pas. Pourquoi pas? Le problème, c'est que il y avait dans le DSM-3 le trouble bipolaire de type 1, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont parfois extrêmement déprimés et qui, d'un seul coup, il y a une inversion de l'humeur et se mettent à être extrêmement euphoriques, pour aller vite. Et c'est une maladie très embêtante, très dangereuse, qui est durable, qui est persistante et qui nécessite des traitements. En particulier, le lithium marche bien dans ces cas-là chez un certain nombre d'entre eux. Bon, c'est un vrai problème, ça existe, c'est indiscutable. Moi, j'en ai rencontré beaucoup dans ma carrière. Mais le DSM-4 a introduit le trouble bipolaire de type 2. Alors c'est quoi le trouble bipolaire de type 2? C'est la personne qui a un état dépressif important et qui a 4 jours où il est un peu euphorique, un peu pas comme d'habitude, où l'entourage le trouve un petit peu excité, etc. C'est pas, moi j'ai vu des vrais états francs maniaques. J'ai vu un type qui avait acheté 2 Mercedes dans la journée. Bon, ça, vous voyez, c'est dangereux. Met sa vie en danger, donc il faut vraiment intervenir. Mais là, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est un peu plus euphorique, donc l'entourage décide effectivement, ou lui décide qu'il est. Du coup, trouble bipolaire. Eh bien, rien que ça, avec ce trouble bipolaire de type 2, on a multiplié par 2 le nombre de bipolaires aux États-Unis. Et maintenant, nous sommes tous bipolaires. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, nous sommes tous bipolaires. Et pourquoi nous sommes tous bipolaires? Oui. Mais simplement, ça correspond à quoi? C'est vrai que moi, des fois, le matin, je suis content, puis des fois, je ne suis pas content, je suis triste. Puis après, dans la journée, ça passe, je suis de nouveau gai, et puis après, ça retombe. Évidemment, l'humeur, elle est fluctuante. Mais l'humeur, ça n'a rien à voir avec la température. Je veux dire, on ne peut pas la mesurer comme ça. Alors, c'est l'idée qu'on introduit chez les gens, l'idée qu'il y aurait un cycle de l'humeur, comme il y a un cycle du sommeil et de la veille, comme il y a un cycle du luré, ou un cycle de Krebs, pour ceux qui connaissent la biologie. Bon, pas du tout. Le cycle de l'humeur, c'est une invention marketing qui n'a absolument aucune validation scientifique. Et en plus, l'humeur, elle est évidemment déterminée par le contexte aussi. On ne peut pas dire que... Alors, il y a des cas pathologiques, j'en ai parlé, c'est ce qu'on appelait l'ancienne psychose maniaco-dépressive, qu'on appelle trouble bipolaire de type 1. Là, on est évidemment chez des gens qui ont une pathologie, qui sont hors norme, indiscutablement. Alors, puisque je parle de la norme, c'est le problème, un des problèmes majeurs. Qu'est-ce que c'est que la norme? Je disais que... Et pourquoi faut-il que tout le monde rentre dans la norme? C'est une question. C'est une question, là, qui est une question, je dirais, politique, question éthique, question anthropologique, sociologique. Je ne sais pas comment la qualifier, mais il y a un problème. Et qu'est-ce que c'est que la norme? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'estime qu'il y a des gens qui sont excentriques, qui ont des excès, et je ne les empêche pas de les considérer comme normaux. Il y a des gens qui sont pseudo-normaux, il y a toutes sortes de cas. Donc on ne peut pas définir avec précision la norme. Mais on a quand même, je dirais, besoin de garder un peu quand même, je dirais, une sorte de barrière entre la norme et ce qui n'est pas normal. Parce que sinon, on aboutit à ce qui se passe avec le DSM-5, c'est-à-dire que comme on abaisse de plus en plus le seuil à partir duquel on considère que les choses sont pathologiques, on va devenir tous pathologiques. Si on devient tous pathologiques, c'est rigolo, hein, mais du coup, on ne pourra plus se repérer, on pourra plus dire, moi je ne suis pas d'accord pour psychiatriser tout le monde. Alors, cette question de la norme a préoccupé de longue date beaucoup de gens, les philosophes, les sociologues, les historiens et aussi les psychiatres. Et vous savez que dans les années 60, nous avons eu un très fort mouvement, un mouvement qui accompagnait comme ça le mouvement dit gauchiste ou révolutionnaire, qui était le mouvement de l'antipsychiatrie. Pourquoi? Il n'y a pas d'anticardiologie, hein. Il y a une antipsychiatrie. C'est pas par hasard. C'est parce que la psychiatrie est à part. La psychiatrie, au départ, elle a quand même été fondée sur l'enfermement. Les gens raisonnables, depuis que nous n'avons plus la vérité révélée dans les textes sacrés qui fait foi pour tout le monde, qui fait autorité pour tout le monde, qu'est-ce qui fait autorité? C'est la raison. Et ceux qui ne sont pas considérés comme raisonnables, eh ben, on les enferme. Voilà, pour aller vite. Alors, on les enferme, plus ou moins. Mais, alors du coup, il y a eu un mouvement très fort qui s'appelait l'antipsychiatrie et qui considérait qu'il y avait le grand philosophe Foucault qui disait des choses très intéressantes et qui appuyait indirectement ce mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait? En gros, j'allais dire, tous les fous sont normaux. C'est-à-dire qu'au fond, et du coup, ils ont poussé à ce que l'on ouvre les hôpitaux psychiatriques de façon massive. Ça s'est fait en Angleterre, ça s'est fait surtout en Italie.
en France beaucoup moins. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être que est-ce que ça aboutit à une libération? Est-ce que du coup les malades qui étaient enfermés, qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques, ont été tout à coup libres, comme la prise de la Bastille ou je sais pas quoi, enfin octobre 17, où d'un seul coup les gens se sont sentis libérés d'une tyrannie? Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des patients se sont retrouvés dans des situations très précaires, se sont retrouvés dans la rue, ou alors à la charge des familles. Certains ont bénéficié, c'est indiscutable. Il faut savoir que derrière les dernières statistiques que j'ai entendues ce matin, il existe actuellement 5% des internements, 5%, c'est pas beaucoup, hein, 5%, mais c'est pas plus que 5%. 5% des internements en psychiatrie qui sont illégaux ou arbitraires en France, actuellement. Les dernières statistiques. Parce que depuis la loi de 2011, on peut avoir des statistiques, parce que les gens peuvent demander une main levée. Or, tous ceux qui demandent une main levée, il n'y a que 5% qui sont reconnus comme étant arbitraires. Voilà. Alors, donc, on a donc considéré, avec cette antipsychiatrie plutôt, à considérer donc que entre guillemets, les fous étaient normaux. Alors, c'est vrai que la barrière entre la folie et la normalité n'est pas évidente. La psychanalyse a joué un rôle important là-dedans aussi. Pourquoi? Parce que la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, Freud en particulier, nous a expliqué que nous sommes tous d'anciens pervers polymorphes. C'est-à-dire que nous avons tous eu une sexualité perverse polymorphe dans l'enfance. Donc nous avons tous, effectivement, traversé une période perverse, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous devenus des pervers. Et Mélanie Klein, qui est aussi une grande psychanalyste, nous a tous expliqué que nous avons traversé une période de psychose dans l'enfance, qui est une période normale, etc. Alors, ce que disent les psychanalystes, c'est que la norme, c'est peut-être pas facile à déterminer, mais c'est quand même de pouvoir dépasser ces périodes archaïques. C'est-à-dire de pouvoir fonctionner autrement que cela. Mais, dans des périodes de régression, ça nous menace. D'où peut-être notre peur des pervers, notre peur en partie des psychotiques. Pourquoi? Parce que nous avons en nous cette folie, nous avons en nous cette perversion qui est ancienne, mais qui n'est pas complètement éteinte, et dont on craint qu'elle puisse se réveiller. Donc on craint au fond chez l'autre ce qu'on a soi-même enfoui, et ce qu'on a refoulé, ou ce qu'on a en partie dépassé, ou totalement dépassé, mais qu'on craint qu'un jour ou l'autre ça revienne. Voilà. Donc c'est ce que nous dit la psychanalyse. Donc il y a quand même une idée d'évolution dans la psychanalyse. Alors, le DSM, et je disais ça dans mon livre un peu en rigolant, le DSM, il a inversé les choses. C'est les normaux sont fous. C'est pas pareil. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une situation où les normaux sont fous. Alors, donc, je vais peut-être laisser un peu la parole à la salle. Là, ça fait presque une heure que je évoque. Donc, j'ai fait ce livre pour alerter, finalement, d'abord pour moi, parce que j'avais envie de parler de ça, et que ça faisait longtemps que j'étais en colère contre cette histoire. J'explique dans le livre pourquoi, petit à petit, je me suis mis à m'intéresser à cette question. Et je pense que c'est une question de santé publique. C'est une question, comme j'ai dit au début, c'est pas une querelle d'experts. C'est une question qui intéresse tout le monde. Et je pense que les citoyens, les usagers alors, les usagers en particulier, je pense que nous sommes à une période de l'histoire où maintenant les usagers de la santé, en particulier les usagers de la psychiatrie, vont être associés à toutes les décisions. On ne pourra plus prendre de décisions concernant la santé mentale sans faire appel aux usagers. Ce matin, j'écoutais des usagers, des associations d'usagers de la psychiatrie, c'était très intéressant. D'abord, ils avaient tous certaines humanité, de certaines compétences dans ce qu'ils racontaient, et je trouve que c'était important de les associer réellement aux décisions et de les écouter, parce qu'ils ont fait l'expérience de la psychiatrie. Certains avaient fait même des expériences très douloureuses, d'autres avaient au contraire été très contents. Il y en a même une qui expliquait que finalement elle avait été internée, et que ça avait été une bonne chose, parce qu'il lui avait sauvé la vie. Donc vous voyez, les opinions ne sont pas toujours les mêmes, il ne faut pas être trop tranché dans ce genre de domaine, mais bon, c'était très intéressant. Donc les usagers vont être de plus en plus associés aux décisions, ce dont je me réjouis, mais justement, le DSM-5, à mon avis, n'a pas tenu compte de deux choses très importantes. Il n'a pas tenu compte des généralistes. Les études de terrain ont été faites sans les généralistes. Les nouveaux diagnostics qui sont introduits sont des diagnostics dont la fiabilité est extrêmement, extrêmement friable, voire très mauvaise. Et d'autre part, ils ont, je dirais, tenu compte, non pas des usagers, mais des lobbies
c'est-à-dire effectivement des gens qui gueulent le plus fort, qui ont le plus de pouvoir par exemple, le syndrome d'Asperger, ils ne voulaient plus le mettre dans le trouble du spectre autistique et il y a eu un lobbying massif pour... Mais c'est normal, mettez-vous à la place des gens qui reçoivent une allocation, dont les enfants reçoivent une allocation. Tout à coup, on va leur supprimer. C'est pourquoi ils étaient autistes, d'un seul coup, ils ne le sont plus. Autrement dit, les diagnostics psychiatriques, pour la plupart, sont des constructions sociales, historiquement datées, historiquement, je dirais, imparfaites. Donc, ce sont des constructions sociales où il y a beaucoup d'intervenants. Il n'y a pas que les psychiatres, il y a effectivement l'opinion publique qui intervient, il y a la culture, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et il y a des modes. Il y a des modes. Il fut par exemple une époque... Alors moi je ne défends pas l'ancienne clinique. Hein. Je vais vous dire pourquoi je ne défends pas l'ancienne clinique. Parce que dans l'ancienne clinique, il y avait des choses inacceptables. Il y avait des conceptions, enfin, plus la dernière, mais l'avant-dernière clinique, il y avait vraiment des conceptions racistes, des idées de dégénérescence, des idées comme ça qui sont absolument inacceptables à mes yeux. Donc je ne défends pas globalement l'ancienne clinique. Je pense que l'entreprise de modernisation qu'a fait le DSM a aussi des aspects positifs. Mais on est allé trop loin. Autant une psychiatrie qui ne tient jamais compte du cerveau, une psychiatrie sans cerveau est une aberration, mais une psychiatrie qui ne tient jamais compte du contexte, qui ne tient jamais compte de la réalité psychique est aussi une aberration. Je vous dis franchement, considérez que toutes les souffrances psychiques, toutes sans exception, quel que soit leur contexte, quelle que soit leur durée, quelle que soit leur intensité, sont liées à une lésion cérébrale, c'est un délire. Je dis franchement, c'est un délire. Évidemment que le cerveau répercute tout. Si on n'a pas de cerveau, on ne peut pas vivre. Mais de penser que la lésion cérébrale va être trouvée, c'est une aberration. Nous sommes des êtres de langage, nous sommes des êtres d'interaction sociale, nous sommes des êtres... On peut pas, même les animaux, une affectivité qui dépasse. Bon, alors, on ne peut pas complètement réduire. Que tout ait une répercussion sur le cerveau, que tout soit... C'est évident, puisqu'on a un corps, c'est là-dessus que c'est avec ça que ça se passe. Mais de considérer que la cause finale serait une lésion pour tout, je ne dis pas qu'elle ne le soit pas pour certaines choses, je ne conteste pas, j'en sais rien. La science nous le dira peut-être. Mais pour tout, je trouve que c'est une idée réductionniste, une idée dangereuse, une certaine conception de l'homme que je refuse pour ma part à endosser. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop... Merci beaucoup pour cette très précis pour nous. Oui, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué dans mes explications. Il y a des questions, alors, si vous pouvez parler un peu fort, parce que j'ai un peu de mal à entendre des fois ce qu'on dit. Madame. Est-ce que vous êtes plusieurs praticiens à avoir peut-être les mêmes opinions? Oui. Est-ce que vous êtes seul non, pas du tout. Précurseur de ce mouvement? Non, pas du tout. Il y a un mouvement mondial contre le DSM-5. Je fais partie d'une association qui s'appelle Initiative pour une clinique du sujet, où j'ai beaucoup de confrères. Il y a d'ailleurs une qui est ici présente, qui sont favorables. Je ne peux pas vous dire qu'on est majoritaire. Je peux vous dire que parmi les pédopsychiatres dont je fais partie, je m'occupe d'enfants, on a quand même un très fort courant de gens qui sont opposés au DSM-5. Parmi les psychiatres adultes, c'est plus compliqué. Mais on a beaucoup de gens qui résistent quand même à cette hyper-inflation de troubles, à cette hyper-médicalisation de l'existence, de toutes les conditions de l'existence. Il y a en France, heureusement. Mais le problème, c'est que le DSM-5, le DSM, en général, le 4, bon, le 5 va venir, il est enseigné dans les facultés de médecine, comme je l'ai dit, il est enseigné dans les facultés de psychologie, et plus que cela, il y a l'Agence européenne du médicament, qui délivre ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché des médicaments que je prescris comme médecin, et que vous, éventuellement, comme patient, pouvez recevoir comme traitement. Et bien, cette agence européenne du médicament, elle se base pour donner l'autorisation de mise sur le marché, pour dire ok, ce médicament a une efficacité réelle, une efficacité supérieure au placebo, pour telle indication, on va le mettre sur le marché. Cette agence européenne, sur quoi elle se repère? Elle se repère sur les essais cliniques randomisés, c'est-à-dire c'est toute une procédure entre double aveugle, etc., etc. Mais dans les études cliniques, ce sont les critères du DSM. Les gens sont inclus avec les critères du DSM. Autrement dit, je prescris des médicaments DSM, entre guillemets, et les patients, les usagers, comme on les dit, reçoivent des médicaments DSM. Donc on ne peut pas dire que le DSM soit marginal, pas du tout.
c'est évident. Par ailleurs, si vous voulez faire carrière dans la psychiatrie, il faut que vous écriviez des articles. Vous écrivez des articles dans des revues. Ce qu'on appelle les revues qui ont un impact factor. C'est quoi une revue qui a un impact factor? C'est une revue qui est citée par les autres revues. Vous faites un article, et s'il est cité 90 fois, vous avez un impact factor très important. S'il est cité que 2 fois, vous avez un impact. Donc il faut écrire dans cette revue, et vous allez, les comités de rédaction sont très stricts pour que cette revue, pour pouvoir obtenir d'écrire dans cette revue et d'être cité, et donc de pouvoir faire carrière scientifique dans la psychiatrie, il faut utiliser les critères DSM. Pourquoi? Parce que la plupart, pour ne pas dire la totalité, en France, il y a une seule revue de psychiatrie qui est validante, qualifiante. Vous allez aux États-Unis, vous en avez 500. Donc, en gros, si vous voulez faire une carrière dans la psychiatrie internationale, il faut que vous passiez par les revues anglo-saxonnes, et les revues anglo-saxonnes ne jurent que par le DSM. Donc, vous êtes obligé de traduire tout ce que vous faites en DSM. Voilà. Pour la recherche, c'est pareil, et pour l'épidémiologie aussi. Alors, moi, je ne suis pas contre les classifications, je vais l'expliquer, parce qu'il faut bien que les gens puissent parler un langage commun, mais je suis contre le DSM. Voilà, pour répondre à votre question. Excusez-moi, c'est pour cette raison que dans les facs de médecine, c'est le DSM qui est enseigné. Oui, pour que ça soit... dans les facultés de médecine, vous parlez. Oui. Oui, dans les facultés de médecine, c'est le DSM qui est enseigné, et quand il y a une question d'internat qui relève de la psychiatrie, la plupart du temps, elle est corrigée selon les critères du DSM. J'ai une de mes filles qui est maintenant en 3e ou 4e année d'internat. Elle a passé l'internat une année où il y a eu une question de psychiatrie, et cette question de psychiatrie, elle a appris la psychiatrie que sur le DSM. Ce qu'elle a su en dehors du DSM, c'est par moi, mais bon, c'est vraiment marginal. Le reste, elle ne connaît que le DSM. Donc on ne peut pas dire que le DSM est une affaire américaine, c'est pas du tout ça, c'est une affaire internationale. C'est vrai que au départ c'est purement américain, mais c'est comme ça. Par exemple, les conflits d'intérêts en France, pour vous, ça existe aussi ou c'est le refus d'enseigner? Disons qu'on sait par exemple qu'il y a beaucoup de médecins à l'Assemblée nationale, ouais, donc qui choisissent les lois. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait des conflits d'intérêts aussi par rapport à certains médicaments qui sont très très chers, qui coûtent horriblement cher à l'assurance maladie française, comme le Zyprexa ou la Vitaille? Comment on peut expliquer ça, quoi? Écoutez, je n'ai pas d'informations particulières, moi, là-dessus, mais sur le fait qu'il y aurait des conflits d'intérêts avec des députés, je ne sais pas. Ça, je peux vous dire que de toute façon, les laboratoires pharmaceutiques exercent aussi, je dirais, une grande partie de la formation post-universitaire. Ils viennent vous informer régulièrement de comment, moi je reçois souvent des charmantes personnes qui viennent vous expliquer avec des schémas, des papiers glacés à l'appui, voilà, des espèces de bricolage pseudo-scientifique, comme quoi le médicament est meilleur. Ils me disent, vous prescrivez quoi? Vous prescrivez plutôt celui-là? Hop, regardez, le nôtre est supérieur. Enfin, c'est un truc commercial, et ils imprègnent quand même beaucoup la pratique. Moi, je m'appelle Catherine Durassi, je suis médecin généraliste, et je suis très contente que ce livre sorte, parce que je fais aussi partie d'une association, je ne reçois pas la visite médicale, et je fais partie d'une association de formation. Et j'étais très en colère de voir les séminaires sur l'hyperactivité, les séminaires sur l'autisme qui arrivaient, et qui étaient effectivement traduits en DSM-4 à l'époque. Ce qui m'a un tout petit peu rassurée, entre autres, je travaille dans un hôpital où il y a 2 psychologues comportementalistes qui interviennent. Ce qui m'a un petit peu rassurée, c'est que le pavé est tellement lourd qu'en fait, automatiquement, les gens contextualisent leur pratique. Je l'ai vu au niveau du psychiatre qui avait été invité sur le syndrome d'hyperactivité. C'est pas, en fin de compte, c'est pas le DSM-4 qui a été enseigné, même s'il était là en arrière-plan et s'il avait permis certainement de monter le séminaire. Je vois, moi, dans le service dans lequel je travaille maintenant, les 2 psychologues sont la reine des tests.
Elles feront des croix partout. Mais une fois qu'on staffe, qu'on est tous ensemble pour discuter, en fait, tout le monde s'éloigne du texte. Après, si je veux reprendre ce que vous disiez sur les antidépresseurs, certes, les antidépresseurs, peut-être qu'ils ne servent pas à grand-chose. Dites-vous que les généralistes ont du mal à avoir l'accès au psychiatre. Un bon gastro-entérologue, on trouve facile. Quelqu'un avec qui ça colle bien au niveau psy, c'est beaucoup plus dur, donc c'est pas facile. Donc ils se forment sur le tas. Donc effectivement, s'ils écoutent les sirènes qui vous amènent un trouble anxieux généralisé qui n'existait jamais avant, qu'on a vu arriver, puis après on voit le laboratoire qui arrive et qui nous dit, vous savez, ma molécule, elle sert aussi pour le trouble anxieux généralisé. Alors là, le pulse est bouclé, etc. Mais bon, il y a aussi un petit peu de recul quand même par rapport à ça, mais je suis d'accord, c'est quand même... Le problème, c'est ça, c'est que même ceux qui se forment ont un accès difficile aux psychiatres, et voilà. Et que quand même, moi, mon repère par rapport aux patients, c'est la souffrance dans laquelle ils sont. Et la souffrance, des fois, on prescrit quand même l'anxiolytique, le machin, en essayant de prescrire la petite boîte, en essayant de générer un suivi d'entretien, parce qu'on sait très bien que sans ça, le médicament ne va pas servir à grand-chose. Donc voilà, moi je pense que c'est pas simple comme ça, et vous avez raison. qu'il y a une autre pression qui existe, c'est la pression des associations de patients. Vous parliez des associations d'usagers en disant qu'il faut en tenir compte. Moi, des associations de patients Alzheimer qui sont là en train de dire comment on ne vous a pas prescrit le dernier truc alors qu'on sait que ça ne sert à rien, que ça coûte un fric fou. Je pense que les associations de patients, je suis désolée de dire à ceux qui sont patients, moi je m'en méfie un petit peu. Ils ont parfois une information, parce que ces associations sont financées et par les labos, et par... Vous voyez, c'est pas simple tout ça. Par les labos, par la sécurité sociale, c'est pas simple tout ça. Donc il faut tout relativiser. Bien sûr. Et puis on a quand même notre ministre, Madame Carlotti, qui est en train de prendre une position sur la prise en charge de l'autisme, qui est très DSM, effectivement. Oui. Donc voilà. Oui, non, mais moi je ne mettais pas en cause telle ou telle pratique médicale. Bien sûr qu'il faut danser. Et c'est vrai, j'ai discuté, j'ai travaillé longtemps, 5 ans, dans une institution où on avait beaucoup d'enfants autistes. Et on a introduit de plus en plus des tests, on appelle le test ADI, ADI-R, c'est-à-dire c'est un test vraiment très compliqué, où ça dure presque 2 heures d'entretien avec les parents. Si l'enfant est parlant un petit peu, on arrive à lui demander des choses, sinon c'est que avec les parents. Et on pose des tas de questions. C'est un test où il faut se former, on ne peut pas le faire comme ça. Et au bout du compte, à la fin, on a un algorithme, c'est-à-dire en gros, jusqu'à 10, vous n'êtes pas autiste, au-dessus de 10, vous êtes autiste. C'est vrai que c'est un guide, ça ne remplace pas un marqueur biologique, mais c'est un guide. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous discutez avec les gens qui font passer les tests comme ça, ils vous disent que ce n'est pas tellement l'algorithme qui est important, c'est l'entretien qu'ils ont eu, c'est pour ça que je le fais, l'entretien qu'ils ont eu avec les gens. Et au fond, comment les gens ont répondu, comment les gens se sont inscrits dans cette histoire, etc. Et en plus, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les questions directes, ça ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous parlez de l'autisme, c'est intéressant. Moi, j'ai vu les vidéos familiales qui ont été faites par un collègue italien depuis très longtemps. Il s'intéresse aux jumeaux, dont un est autiste, l'autre ne l'est pas, etc. Bon. Et il a fait des vidéos familiales. Et on s'aperçoit, dans les vidéos familiales qu'il a colligées comme ça pendant des années, que les parents s'aperçoivent très tôt que l'enfant a une déviation du développement, très très tôt. Les mères en particulier, elles stimulent l'enfant. Et vous voyez, par exemple, je me souviens d'une vidéo, vous voyez, c'était 2 jumeaux, il y en avait un qui n'était pas autiste et l'autre qui l'était. On le savait après qu'ils étaient autistes, mais on avait les vidéos donc ils étaient tout petits. Et on voyait la différence de relation déjà entre celui qui allait devenir autiste et celui qui... Et la mère le stimulait, elle répondait presque à sa place. On sentait qu'elle était concernée, elle était inquiète très tôt par la déviation du développement d'un des jumeaux par rapport à la norme, alors que l'autre, au contraire, elle s'en occupait tout à fait normalement. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que
les gens, après, refoulent cette époque-là. Ils oublient ça. Fait que quand vous lui faites passer les entretiens, quand l'enfant a 4 ans ou 3 ans, et vous leur posez des questions sur des tests, ils oublient. Donc les tests directs, les questions directes ont un intérêt relatif. Il faut aussi parler avec les gens. Il faut vraiment entrer vraiment en relation avec eux. Et les gens qui font passer les tests, à mon avis, utilisent ça un peu, j'allais dire, comme prétexte, sans vouloir faire de jeu de mots, pour entrer en relation avec les gens. Et l'algorithme lui-même, finalement, n'est pas tellement important. Même si, bon, maintenant, on tient de plus en plus compte des évaluations partout, etc. Moi, je pense. Et par rapport à ce que vous disiez, là, sur je dirais, les associations d'usagers, oui, il faut le lancer. Il y en a qui sont ultra, qui sont extrêmement, je dirais, militantes dans le mauvais sens du terme, qui ne voient pas les problèmes en général. Puis il y en a d'autres qui sont formidables, je dirais. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion. C'est une évolution, on ne pourra pas la changer. Et maintenant, les gens sont de plus en plus, veulent décider eux-mêmes du traitement, veulent décider. On ne peut plus être en position d'expert comme on l'était dans les années 60 ou 70. Les gens maintenant veulent partager l'expertise ou considérer que l'expertise. Mais bon, c'est peut-être pas toujours bien, je suis d'accord, mais c'est une évolution sociale, à mon avis. Moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ça. Le truc, c'est qu'il faut juste avoir conscience de comment se constituent ces associations. Vous dire dans leur elles se constituent et comment elles sont financées, etc. Ah oui, ça, je ne suis pas très au courant de la façon dont sont financées et dont elles se constituent, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, je suis d'accord. Un vrai problème. Je voudrais revenir sur le mouvement de l'antipsychiatrie que vous avez évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il s'est fondé à une époque où les conditions d'internement étaient absolument scandaleuses. Elles l'ont d'ailleurs été encore longtemps et elles le sont encore, dans un certain domaine. Moi, j'ai accompagné une tante qui était maniaco-dépressive et qui a fait 13 tentatives de suicide, donc a été internée à une reprise. Et j'ai assisté, j'ai vu les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge. C'était absolument scandaleux. Il y a encore de ça une quinzaine d'années. Vous disiez qu'il y avait 5% des internements arbitraires. Oui, illégaux. Mais moi, je voudrais vous dire aussi que je suis visiteuse de prison et qu'en prison, il y a environ un tiers de prisonniers qui relèvent de l'état psychiatrique et non pas de la punition. Donc c'est tout une punition. Vous avez raison. Et les conditions de ces détenus, c'est absolument épouvantable. Dans les UPH, moi je vais à Fresnes notamment, c'est vraiment scandaleux. J'ai suivi des détenus dans des conditions absolument épouvantables. Donc je pense que le problème du mouvement de l'antipsychiatrie qui a voulu ouvrir les hôpitaux psychiatriques a eu un tort, c'est de pas, ou du moins, c'est peut-être d'ailleurs pas eux, mais que la société n'ait pas trouvé des alternatives à la prise en charge de ces gens, en les mettant dans la rue, les remettant à la charge de leur famille. Il y a des alternatives pour des soins humains, corrects et dignes pour ces gens-là. Et aujourd'hui encore, la psychiatrie est encore le parent pauvre de la médecine. Les hôpitaux psychiatriques ont de moins en moins de moyens et donc accueillent des gens où on fait de la camisole chimique, où on les enfin vous devez le savoir je pense, où on les calme parce qu'il faut rassurer la société. Alors c'est compliqué, hein, il y a effectivement des gens qu'il faut prendre en charge de cette façon, mais bon voilà, ça mérite quand même une vraie réflexion. Oui, alors vous avez raison, je me suis un peu trop effectivement présenté comme l'antipsychiatrie a eu des choses très intéressantes et il y a une postérité d'antipsychiatrie en Angleterre. Je suis en contact avec des collègues anglais, ce qu'ils appellent la post-psychiatry et la critical psychiatry. Ce sont des postérités tout à fait intéressantes. Pourquoi? Parce que les malades mentaux, il faut le savoir, les handicapés mentaux subissent des ségrégations, subissent une discrimination. Dans quel domaine? Je vais être très précis. Premièrement, ils subissent souvent des internements des gens qui subissent des internements forcés ou des traitements forcés, ça c'est indiscutable, on peut pas le nier. D'autre part, on s'est aperçu que par exemple dans les conflits conjugaux, le fait d'avoir un passé psychiatrique vous défavorise pour obtenir le droit de garde. Dans la parentalité, il y a une discrimination.
C'est prouvé par les gens qui ont étudié ce problème. Dans certains pays, il y a un refus d'immigration. Vous pouvez avoir un refus d'immigration à cause d'une maladie mentale ou parce que vous avez un enfant handicapé mental. Ça aussi, c'est une discrimination. Vous avez d'autres discriminations qui sont par exemple les plaintes en justice. On s'est aperçu que les plaintes en justice étaient globalement moins prises en compte quand elles émanaient d'un handicapé mental ou d'un malade mental que par rapport à quelqu'un sain mentalement ou en tout cas considéré comme tel. Donc ça, il y a quand même un vrai problème. Bon, il y a d'autres encore, les discriminations dans le travail, discrimination sociale, et on parle très souvent de la dangerosité de la folie. Alors, je vais juste donner mon point de vue sur cette question qui est très difficile. Il est indiscutable qu'il y a parfois des passages à l'acte dramatiques de la part de patients malades mentaux. Le nier, c'est nier une évidence, c'est vrai. Il y a parfois des passages à l'acte qui sont dangereux envers eux-mêmes, envers la société, c'est indiscutable. Maintenant, pour autant, amalgamer la folie avec la dangerosité, je trouve ça inadmissible. C'est pas du tout. À mon avis, ça, c'est un point de vue politique que je ne peux absolument pas accepter. Même si la réalité, c'est que de temps en temps, effectivement, il y a des passages à l'acte qui sont des passages à l'acte dramatiques de la part de malades mentaux, c'est pas pour eux. La plupart du cas, ça se passe pas comme ça. Alors, donc l'amalgame est inadmissible. Par ailleurs, ce qu'on ne dit pas, c'est que, inversement, du fait de leur précarité, du fait de leur vulnérabilité, les malades mentaux eux-mêmes subissent des agressions et des passages à l'acte violents dans une proportion bien plus grande que les gens bien portants. Donc, il faut savoir ça aussi, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils sont aussi, de ce point de vue-là, dans une position de faiblesse, et on pourrait dire dans une position de discrimination. Voilà. Donc il faut relativiser tout ça, il ne faut pas avoir un point de vue, je dirais, uniquement centré sur un des problèmes, il faut voir les choses dans leur globalité. Mais les amalgames me paraissent totalement inadmissibles. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais amalgamer folie et dangerosité, c'est un point de vue politique qui est peut-être payant dans certains contextes électoraux, mais qui me paraît totalement, enfin, pour moi, éthiquement impossible à soutenir. Ça n'empêche pas qu'évidemment, il y a des passages à l'acte dangereux, ça, je suis pas... Ouais. Je voulais revenir sur l'idée, madame, de ce que vous disiez, que les malades mentaux vont dans la rue après l'hôpital psychiatrique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est nier quand même le travail des secteurs, des CMP, des hôpitaux de jour, des foyers de post-cure, où on fait, moi je suis infirmière en psychiatrie, on fait un énorme travail d'accompagnement des patients quand ils sortent de l'hôpital psychiatrique, parce qu'ils ne peuvent pas rester très longtemps, ça coûte trop cher à l'hôpital de rester en intra-hospitalier. Ce qu'on fait de l'extra-hospitalier, quoi. Voilà, et c'est important de ne pas nier ce travail-là. On a l'impression que, à vous entendre, ils sont dans la rue livrés à eux-mêmes, ce qui est complètement fou en France en tout cas. Non mais vous savez qu'il y a peu de moyens, peu de personnel, que la psychiatrie est délaissée. Enfin, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il y a une dizaine de pourcents, il y a à peu près 10-13% du budget de la santé qui est consacré à la psychiatrie en France. Oui, c'est très peu. C'est très peu, et on a fermé des lits, on a fermé des unités. Résultat, il y a des gens qui sont dans la nature avec des médicaments et qui ne sont pas pris en charge. Mais je sais bien le travail énorme que vous faites, mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire, globalement, pour l'ensemble des problèmes à traiter. Et du coup, comme l'hôpital psychiatrique ne peut pas répondre à tous les problèmes compliqués et complexes qui se posent en matière de psychiatrie, eh bien, on les retrouve dans les prisons. Oui, parce qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux psychiatriques, on les retrouve dans les prisons. Sinon, que ferait-il dans les prisons? Pourquoi sont-ils dans les prisons? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que pourquoi ils sont en prison? Parce que ça coûte beaucoup moins cher à la société que de les mettre à l'hôpital psychiatrique. Oui, alors ils sont toujours dans des unités psychiatriques en prison qui sont absolument infâmes. Il faut voir comment ils sont traités. Ça coûte moins cher à la société, comme ça. Mais moi, je pense que vous avez raison toutes les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a évidemment un étayage qui est essayé. Et cet étayage... Moi, je trouve que l'étayage social par le secteur était très précieux. On ne laissait pas tomber les gens. Il y avait une sorte d'étayage. Ça existe toujours. Oui.
mais c'est réduit d'après les échos. Moi, je ne travaille pas dans le secteur, mais d'après les échos que j'ai de mes collègues, on a de moins en moins ce qu'on dit madame, il y a de moins en moins. Mais c'est vrai que c'est absolument indispensable. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été développé en France. Hein. C'est une idée, au départ, française, une très bonne idée. Mais, alors, tout à l'heure, j'ai parlé qui se retrouvaient dans les familles et qui se retrouvaient dans la rue, se retrouvent aussi effectivement en prison. Vous avez tout à fait raison. Là-dessus, les statistiques sont très claires. Il y a énormément de malades, de gens qui relèveraient des soins psychiatriques et qui sont en réalité en prison. C'est indiscutable. C'est triste, mais c'est comme ça, effectivement. On en retrouve aussi en maison d'accueil spécialisée avec des accords avec des hôpitaux psychiatriques comme à Paul-Guiraud Puy-de-Juif. Moi, je travaille sur 2 masses qui accueillent justement ces populations. Alors, c'est une prise en charge intermédiaire. Oui, non, mais les structures intermédiaires sont très importantes. Hein, je pense qu'effectivement. Un accompagnement de longue haleine. Mais par exemple, ne serait-ce que c'est peut-être un mauvais raisonnement, mais si au lieu de rembourser, de dépenser de l'argent, rembourser des médicaments inappropriés, inutiles, on utilisait cet argent pour les gens qui en ont vraiment besoin, ça serait déjà pas mal. Plutôt que de donner effectivement, par exemple, effectivement, je pense que maintenant, c'est là où on voit bien que la psychiatrie, c'est à la fois un service social et en même temps c'est un service médical. Il y a beaucoup de... On peut pas être... Mais c'est une des raisons pour lesquelles les médecins, certains psychiatres ont tellement soutenu le DSM. C'est parce que, si vous voulez, les psychiatres souffrent d'un déficit scientifique. Ils ont été longtemps méprisés par leurs collègues. Parce que, bon, la psychiatrie, vous êtes gardien de fou, vous occupez les médicaments, c'était vraiment n'importe quoi. Donc ils étaient considérés pratiquement comme des gardiens de prison, et ils avaient un déficit. Alors, sauf ceux qui étaient psychanalystes, qui à ce moment-là se mettaient dans une situation un peu différente. Donc dès qu'avec le DSM, ils ont eu l'espoir qu'on aurait une psychiatrie biologique, scientifique, que les marqueurs allaient venir, ils se sont dit, bah voilà, on va avoir une respectabilité, voilà, une respectabilité scientifique, et ça c'est très important du point de vue de la corporation, parce que effectivement la psychiatre, c'est pas un vrai médecin, quoi. Et du coup beaucoup de psychiatres en souffraient et ont eu l'espoir qu'avec le DSM ça leur donnerait, et ils continuent à penser que le DSM leur donne cette respectabilité. En fait, le DSM n'est pas du tout scientifique, absolument rien, c'est des consensus. Le consensus, comme je disais à une radio, oui, ben alors vous avez fait un sondage en l'an 1000, il y avait un consensus que la Terre était plate. Hein. Consensus, ça veut dire quoi? C'est pas la science, le consensus. Mais comment on pourrait revenir sur... faire monter la contestation par rapport au DSM et faire... Alors, effectivement, on voit actuellement, ça monte énormément. Enfin, je trouve que au niveau des médias, en tout cas, il y a eu beaucoup cette année. Il y a eu un buzz médiatique là. Vraiment et tout à fait inattendu, mais absolument. Ouais. Donc je pense que c'est rassurant. Mais est-ce que ça va atteindre C'est notre objectif maintenant, c'est d'aller jusqu'au niveau politique. Il n'y a pas rester uniquement au niveau médiatique. C'est bien gentil de répéter les trucs au niveau médiatique, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait des décisionnaires qui prennent ça en compte. Et on espère les toucher. Et justement, on pense que le bruit médiatique va quand même faire en sorte. Mais bon, je ne vous le garantis pas, mais c'est effectivement, notre objectif était peut-être de toucher les politiques. Est-ce que vous avez interpellé les ministres et les parlementaires, est-ce que le groupe de médecins qui sont autour de vous, est-ce que vous avez interpellé le ministre et les parlementaires sur cette question? Non, on n'a pas encore fait ça. Enfin, mais moi, j'ai déjà demandé 2 rendez-vous à des parlementaires. Pour l'instant, c'était avant le buzz médiatique, là, avant tout cette effervescence. Là, je crois que maintenant, ils auront une oreille plus ouverte sur ces questions. Au début, ils ne comprenaient pas le problème. C'est bon, c'était un truc d'expert, ou une revanche des psychanalystes. Je sais pas quoi. Ils ne comprenaient pas le problème. Hein. Alors que le problème n'est pas du tout de ce niveau-là. Voilà. Je vais être un peu iconoclaste là, mais il me semble quand même qu'il faut... vous êtes en train de parler, de dire que finalement la parole avec les gens permet de faire un diagnostic. Je suis complètement d'accord avec vous et je crois que c'est important, je crois beaucoup à la parole. Cependant,
l'idée quand même d'avoir une espèce de cadre quand même, un cadre qui permet d'avoir des repères sur lesquels vous, en tant que psychiatre, et que la société, sur laquelle la société peut s'appuyer, je trouve que c'est pas si mal non plus. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un DSM amélioré, de telle sorte qu'on puisse avoir un certain garde-fou entre la parole, c'est pas un garde-fou, c'est pas bien dit. Mais... Non, mais si, c'est très clair ce que vous dites. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. On ne peut pas laisser ça uniquement à l'appréciation de la subjectivité du clinicien. Il faut qu'il y ait un cadre. Je suis d'accord avec vous. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a d'autres cadres. Moi, je suis pédopsychiatre. J'ai été formée avec une classification qui venait de Roger Misès. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Roger Misès. Et c'est une classification qui, pour la pédopsychiatrie, fait la différence entre ce qu'on appelle nous les maladies mentales et ce qui serait des choses plus des variations de la normale. Et en plus, même dans les maladies mentales, le fait de s'occuper de ces enfants-là a profondément changé le pronostic. C'est-à-dire que finalement, si vous avez un enfant qui a de grosses difficultés au départ, même à 20 ans, quand on en a vu, on les reconnaît tout de suite. Mais moi, j'ai travaillé il y a 30 ans dans un hôpital psychiatrique pour enfants où on abandonnait les enfants autistes et psychotiques. Ils étaient internés dès l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, et ils avaient une évolution extrêmement déficitaire. Et ce qu'on disait, c'est qu'ils ne gardaient pas une apparence humaine. Quand on s'est occupé d'eux, qu'est-ce qu'on a fait? On a recherché les familles, on a trouvé les parents, on a organisé des week-ends chez les parents, on s'est aperçu que, vous savez, un des signes de l'autisme, par exemple, que j'ai vu, un enfant qui met la main dans le four et qui n'enlève pas. C'est un truc épouvantable. Quand les jours de neige, ils sortaient dehors, tout nus. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On les a humanisés, c'est-à-dire qu'au fond, on a passé du temps, parce que c'était grave, des enfants qui étaient là depuis longtemps, qui crachaient, qui avaient des stéréotypies, qui se tapaient la tête contre les murs, qui étaient, si on les approchait, ils vous crachaient dessus tellement il y avait d'angoisse et tout ça. Et bien, au fur et à mesure, en prenant beaucoup de temps, il fallait prendre du temps pour les habiller, pour qu'ils conservent leurs vêtements, pour qu'on établisse un contact qui ne leur fasse pas peur, à distance, pour qu'entre eux, il y ait certaines règles. Et finalement, on a réussi des choses extraordinaires. Simplement, quand ils passaient chez les adultes, eh bien, on n'avait pas les structures adultes qui suivaient, et en quelques mois, ils revenaient à un état extrêmement déficitaire. Alors, dire qu'on travaille sans classification, c'est complètement faux. Elles existent, et elles sont reconnues par. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, je ne suis pas contre les classifications, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des repères. Qu'on ait tous des repères, et les médecins, et les quelconques pour savoir où on en est. Ces classifications sont refusées pour une espérance de trouver des choses sous un autre angle. C'est ça, par exemple, puisque c'est une méthode statistique, vous n'avez pas du tout les mêmes. Vous voyez, l'étrangeté du contact que vous avez avec un enfant qui, dès le début, vous le sentez, moi je me suis occupée d'enfants autistes, maintenant on s'en occupe même à 3 mois, mais à l'époque, moi j'avais commencé avec des enfants autistes en pédiatrie à 6 mois. L'étrangeté du contact, les mères le ressentaient. Elles disaient au pédiatre, mon enfant n'est pas comme les autres. Elles n'étaient pas entendues à l'époque. On ne les entendait pas. Parce que essayer de mettre une statistique sur l'étrangeté du contact, ben c'est pas comme ça ne marche pas. Ça. Et ça a disparu dans le DSM. C'est-à-dire on ne parlera pas par de bizarrerie, mais l'étrangeté du contact que sentaient les mères avec des enfants très malades, comme ça on n'en tient pas compte. Oui, mais je comprends très bien, je ne suis pas du tout contre, je comprends très bien l'analyse qui a été faite, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je voulais simplement dire, je suis très favorable à la parole, ça me paraît extrêmement important, de parole, et j'ai beaucoup travaillé en psychanalyse, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est d'avoir quelques repères à un moment donné. Mais oui, mais donc je disais que le DSM, on peut se battre contre, mais on peut peut-être trouver un DSM aménagé, entre guillemets. Moi, c'est tout ce que je veux dire. Le problème, c'est quand il y en a trop aussi de repères. Voilà. C'est qu'à ce moment-là, ça ne peut plus rien.
Aménager. Entre guillemets, je ne sais pas bien le dire parce que je ne suis pas très. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a refusé les repères de normalité et de folie qui étaient en fait ceux des pédopsychiatriques analystes, qui étaient l'ensemble de la formation en France, ont été refusés. Ils ne sont plus juridiquement valables. D'accord. Hein, c'est que vous compreniez qu'on sait. J'ai pas entendu. Non, il avait dit, mais je suis pas. Non, il l'a pas dit. Ah, il l'a pas dit. Ah, bon, d'accord. Alors là. Mais c'est très important. Bon. Bon, ok. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ben, si on n'a pas... Madame, une question. Par rapport à la Ritaline, quelle a été... La Ritaline? Oui. Alors, la Ritaline, voilà, je vais vous donner en deux mots. Je continue. Je pense qu'il y a une action à faire au niveau des enseignants. Parce que les parents mettent souvent leur enfant sous Ritaline, et ça convient bien à une certaine catégorie d'enseignants. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des enseignants. Avec l'hyperactivité, l'hyperkinésie. Moi, je pense que le problème de la Ritaline, c'est que il faut que justement que l'hyperactivité soit attestée véritablement, parce que si on ne peut pas mettre, à mon avis, un enfant sur Ritaline si on n'est pas absolument sûr que ce soit indiqué du point de vue, je dirais, du diagnostic. Donc il faut vraiment... Alors, le problème de la Ritaline, c'est que la Ritaline a au moins 4 effets secondaires. Le premier sont les risques, ce qu'on appelle les risques neurovasculaires, ce qu'on appelle la vascularite. Il y a les risques cardiovasculaires. Il y a surtout, le plus important, les risques sur la croissance. Et l'autre problème, c'est éviter absolument, dès qu'il y a un phénomène d'anorexie, de début d'anorexie, parce que c'est un médicament qui peut aggraver considérablement l'anorexie. Bon, si vous avez ça, c'est vrai que la Ritaline peut être prescrite. Généralement, elle est prescrite d'ailleurs pendant le temps scolaire. Pendant le week-end, elle n'est pas prescrite. Pas pendant les temps familiaux, elle est prescrite pendant le temps scolaire. Ça vise effectivement à éviter l'hyperagitation, parfois même avec une AVS, une aide à vie scolaire, ça ne suffit pas pour cadrer l'enfant, il faut un peu plus que ça. Donc ça peut avoir j'ai vu des enfants qui ont été effectivement calmés avec la Ritaline, ça leur a fait beaucoup bien. Bon, il faut que ça soit surveillé régulièrement, qu'on n'ait pas de problème de croissance, etc. L'autre problème, c'est qu'on ne peut pas donner de la Ritaline seule. Il faut s'occuper de l'enfant aussi. Il faut se charger d'aider la famille. On ne peut pas donner de la Ritaline et ciao, excusez-moi l'expression. C'est pas possible ça. Ça, c'est pas de la psychiatrie. On ne peut pas donner. Donc, quand on donne à un enfant de la Ritaline et que c'est justifié, il faut non sellement surveiller l'évolution éventuelle des effets secondaires, mais il faut s'occuper de l'enfant. Et de ce point de vue-là, on a besoin évidemment de l'entourage et éventuellement des enseignants. Etc. Et ce n'est pas aux enseignants à dépister, à mon avis, systématiquement. C'est pas leur boulot. Ils peuvent en parler aux parents. Dans mon livre, justement, j'en parle d'une histoire comme ça, qui est une histoire fictive, enfin, que j'ai fabriquée avec des histoires vraies. Mais toutes les histoires que je raconte sont fictives. Mais elles sont fictives vraies. C'est-à-dire qu'effectivement... Mais là, ce qui m'a choqué, c'est quand on a fait un dépistage des populations à risque dès l'âge de 3 ans. Vous vous souvenez de ça? C'est pas possible. Je ne veux pas vivre dans une société où on dépiste les futurs délinquants à l'âge de 3 ans. Enfin, écoutez, c'est pas possible, ça. Alors, sous prétexte de quoi? Parce que on a des corrélations entre les enfants qui sont hyperactifs et les futurs délinquants. Mais c'est n'importe quoi, ça. C'est absolument... je veux dire, alors là, justement, c'est l'hyperprévention, qui est un phénomène, justement, qui aggrave... que le DSM aggrave, par exemple, l'hyperprévention. Moi, j'ai plus de 60 ans. Ça m'arrive d'avoir perdu un peu la mémoire. Des fois, je cherche des noms propres. Comment s'appelait ce cinéaste? Ça m'énerve, etc. Quand j'avais 30 ans ou 40 ans, j'avais pas de problème. Même avant, j'ai enfilé la médecine, l'anatomie, je faisais par cœur sans problème. Maintenant, comment s'appelle ce cinéaste? Je regarde sur Internet. Donc, je remplace ça par mon addiction à Internet pour pouvoir récupérer. Bon, je perds mes clés ou des choses comme ça. Mais maintenant, sachez que quand vous avez ça avec le DSM-5, vous n'avez plus ça de façon physiologique. Comme à 40 ans, il a fallu que je mette des lunettes, même si j'avais une bonne vue. Vous avez un trouble neurocognitif mineur. Alors, il n'y a aucun traitement, il n'y a aucun test validé, on ne sait pas ce que c'est que le pré-Alzheimer, on ne sait rien du tout. Il y en a même qui contestent l'idée d'Alzheimer en tant que tel. Probablement que c'est un mot qui recoupe des diversités cliniques très importantes. Et on va angoisser les gens avec ça. Enfin, je trouve que c'est une... Alors, c'est l'hyperprévention. Mais alors, justement, on confond prévention et prédiction.
Or, la prédiction, ça, c'est pas scientifique, hein, pas du tout. Prédiction, c'est n'importe quoi. On confond, donc... alors, c'est quand même paradoxal. En plus, ils disent que souvent, les enfants hyperactifs, après, sont souvent des futurs consommateurs de drogue. Ok, on donne des amphétamines à des enfants pour prévenir éventuelle consommation de drogue. On est en plein paradoxe. Et sachez qu'aux États-Unis, ils ont un problème. Parce que la Ritaline, quand l'enfant a 6 ans, 7 ans, ça va. Mais quand il en a 14, 15, il va l'utiliser. Il va l'utiliser comment? Il va l'utiliser comme une amphétamine, pour se speeder, pour passer un examen, voir les adultes après. C'est-à-dire que ça devient, il y a un détournement de la Ritaline qui se produit. Alors, cela dit, il ne faut pas affoler les gens. Pour l'instant, je n'ai pas d'écho qu'il y ait eu des catastrophes majeures chez les enfants qui ont pris de la Ritaline. Et en plus, il n'y a pas véritablement de syndrome de sevrage. Les enfants en arrêtent, c'est bon. Pas, moi, je pense qu'en France, en tout cas, c'est assez bien encadré. La première prescription de Ritaline est quand même assez bien... Elle est très bien encadrée, elle est faite à l'hôpital. Oui. Ensuite, elle est renouvelée selon les mêmes conditions, exactement. Donc, il y a quand même... Alors, il y a les laboratoires qui commercialisent Philibat, qui est le générique, ont tous envoyé vous avez reçu comme médecin, non? Ils ont envoyé un courrier ouvrant le parapluie quand même. C'est au moment de l'affaire du Mediator. Ils ont envoyé expliquant bien que la Ritaline, il fallait attention. Le deuxième truc, c'est qu'aux USA, quand ils ont fait leur plein d'enfants sous Ritaline, c'est là qu'ils les ont déclarés bipolaires. Et on est reparti sur... donc les gosses, ils ont fait... Mais le problème, c'est que les enfants ont des pathologies, si vous voulez, les syndromes qui sont utilisés pour les enfants, en fait, sont des syndromes où il y a ce qu'on appelle une comorbidité énorme. C'est-à-dire qu'un enfant, il a un trouble oppositionnel d'un côté, il a un trouble bipolaire. Donc les enfants passent une pathologie comme ça. Donc, parce qu'en fait, tout ça n'a aucune validité. Ce sont des constructions. Actuellement, aucune validation scientifique de l'hyperactivité. On ne sait pas du tout. C'est simplement une constatation clinique. C'est vrai que ça existe. Moi, j'en ai rencontré des enfants hyperactifs. D'ailleurs, on les diagnostique assez vite. Hein. Dans le bureau, c'est une tornade qui arrive. Hein. C'est une tornade. Moi, j'en ai vu. C'est gérable. Ouais, c'est gérable. Alors la Ritaline soulage parfois. C'est vrai que la Ritaline, il faut le reconnaître. Parce que bon, il ne faut pas être... il faut se couler, hein, c'est comme ça. C'est vrai que parfois ça soulage, ça apaise. Mais pas la Ritaline seule. Comme ça apaise, on en profite pour aider l'enfant, pour s'en occuper, pour aider la famille à supporter tout ça. Donc la Ritaline seule, c'est une aberration. Si les effectifs dans les classes étaient inférieurs... Et ça, c'est le problème. On mélange tous les problèmes éducatifs, pédagogiques, sociaux, tout est mélangé, évidemment. Évidemment, vous avez raison. Alors moi je trouve que on ne va pas régler les problèmes de l'éducation nationale en courant les enfants de la Ritaline. Enfin ça me paraît... vous savez, comme on disait, Marx disait c'est l'opium du peuple. Là maintenant c'est l'opium des parents. Je le dis d'ailleurs dans mon livre que la Ritaline serait-elle le nouvel opium parental. Je dis ça en rigolant, mais effectivement, c'est pour paraphraser Marx qui disait que la religion est l'opium du peuple. Bon. Merci beaucoup d'avoir, docteur, permis cet échange. J'étais très content de partager. Si vous voulez une signature, j'ai quelques exemples.